Dans le cadre de sa tournée européenne, le président de la République s'entretient à Bruxelles avec le président du Conseil européen et le secrétaire général de l'OTAN. Le Premier ministre préside la première réunion du Conseil national de la numérisation créé en février 2020. Signature d'un accord entre le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Ta'azur, et l'Association des maires mauritaniens visant la mise en œuvre d'une série d'activités au profit des citoyens les plus démunis. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, son Excellence Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Monsieur Jens Stoltenberg, à Bruxelles. Les discussions qui ont eu lieu au siège de l'OTAN, en présence de plusieurs responsables, ont porté sur des aspects de la coopération entre la Mauritanie et l'OTAN d'une part, et entre le G5 Sahel et cette institution d'autre part. Il est à noter que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est une organisation militaire internationale créée en 1949 par le traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949. L'OTAN est un système de défense collective qui assure la défense des États membres en réponse à toute attaque par des parties extérieures. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a loué l'excellence des relations unissant la Mauritanie à l'OTAN. Je voudrais, avant toute chose, adresser mes plus vifs remerciements à son Excellence M. Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, pour son invitation qui témoigne, tout comme ma présence aujourd'hui parmi vous, de l'excellence des relations qui unissent l'OTAN à la Mauritanie et au G5 Sahel plus généralement. Les entretiens que nous venons d'avoir ont été très fructueux et je m'en félicite. Comme vous le savez, l'espace du G5 Sahel demeure encore en proie à l'insécurité, en dépit des progrès appréciables enregistrés dans la lutte contre le terrorisme durant l'année écoulée. Les groupes terroristes conservent encore une certaine capacité de nuisance et cherchent à étendre leurs influences au-delà de l'espace du G5 Sahel. En outre, cette région, par sa façade maritime, constitue une zone de prédilection des filières de l'immigration illégale. Face à l'ampleur de ces menaces, dont les répercussions sur la paix et la sécurité internationale sont évidentes, l'OTAN s'est engagée, à côté de nos autres partenaires, en vue d'apporter une réponse globale et collective, de poser les jalons d'une stabilité pérenne de la sous-région. C'est ici le lieu de vous exprimer mes vifs remerciements, Monsieur le Secrétaire général, pour l'appui que vous apportez à la Mauritanie et au G5 Sahel dans le domaine de la défense et de la sécurité. Depuis le mois de janvier 2020, après le sommet de Pau qui s'est tenu, je pense, il y a maintenant un an, jour pour jour, plus un, c'est-à-dire je pense qu'il s'était tenu le 13 janvier de l'année 2020, le G5 Sahel s'est engagé dans une nouvelle dynamique qui bénéficie du soutien agissant de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux. Cependant, ces efforts restent insuffisants au regard de l'ampleur des défis sécuritaires du Sahel. En effet, en plus de leur vulnérabilité structurelle, les pays du G5 Sahel doivent faire face à des aléas climatiques extrêmes
aux déplacements massifs de populations, aux répercussions de la crise libyenne et aux conséquences multiformes de la pandémie Covid-19, qui sont autant de facteurs de déstabilisation. C'est dire combien notre coopération est plus que jamais nécessaire pour la stabilisation de la sous-région. Aussi, je voudrais, avant de terminer, réaffirmer ici la forte détermination de mon pays et celle du G5 Sahel d'œuvrer avec vous afin de renforcer nos échanges réguliers d'expertise et d'expérience en vue d'étoffer et de diversifier davantage les excellentes relations de coopération qui nous unissent. Et je vous remercie. Le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, a loué le rôle de la Mauritanie dans le maintien de la paix et de la stabilité de la région du Sahel. Il a également évoqué les aspects de la coopération entre la Mauritanie et l'OTAN, d'une part, et entre le G5 Sahel et cette institution, d'autre part. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président en exercice du groupe du G5 Sahel, s'est entretenu jeudi au siège du Conseil de l'Europe à Bruxelles avec le président du Conseil, M. Charles Michel. Les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer davantage entre la Mauritanie d'une part et de l'autre l'Union européenne et entre cette dernière et le groupe du G5 Sahel. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a assisté ce soir à l'Élysée à Paris à un dîner offert en son honneur par le président français, Monsieur Emmanuel Macron. Le dîner a été une opportunité pour le président de la République et son homologue français de discuter du renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux. En outre, diverses questions d'intérêt commun ont été abordées, notamment les questions liées à la situation sécuritaire dans la région du Sahel et les résultats obtenus par notre pays lors de sa présidence du G5 Sahel, malgré la complexité de la situation et les répercussions négatives de la pandémie Covid-19 au niveau mondial et régional. La mobilisation d'un soutien militaire, économique et politique en faveur du groupe des 5 pays du Sahel a constitué le plus important résultat de cette rencontre. Ce soutien a d'ailleurs été traduit par le lancement de plusieurs initiatives telles que la Coalition pour le Sahel, la Coalition pour la sécurité et la stabilité du Sahel et d'autres initiatives. Les entretiens entre les deux présidents ont porté sur l'amélioration du niveau d'efficacité des plans de terrain qui s'est reflété dans certaines des victoires décisives enregistrées au cours de cette période, en plus du suivi strict et régulier de la mise en œuvre de la feuille de route de Pau et l'approfondissement de la prise de conscience de la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités face à la situation dans le Sahel. Au cours de la rencontre, les deux présidents ont passé en revue le grand effort qui a été consenti pour réduire les dettes des 5 pays du Sahel, entre autres réalisations accomplies. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, a présidé aujourd'hui la première réunion du Conseil national de la numérisation qui a été créé en février 2020
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication qui s'occupe du développement du secteur et de la mise en œuvre de la politique de l'État dans ce domaine a présenté un rapport détaillé sur ce qui a été accompli jusqu'à présent, ce qui est en cours de l'être et sur le plan d'action du sous-secteur à court et moyen terme. Le Conseil est chargé de fournir des recommandations spécialisées au gouvernement et de superviser la mise en œuvre des stratégies numériques nationales, avec y compris les projets d'informatisation, de gestion et les projets à caractère interministériel. Le Conseil comprend des représentants du secteur privé, des acteurs du domaine numérique, du secteur bancaire et des initiatives spéciales de jeunes. Les comités techniques qui en relèvent commenceront leurs travaux pour présenter un rapport détaillé au Conseil lors de sa prochaine session ordinaire, comprenant des suggestions pratiques pouvant être mises en œuvre directement par le gouvernement pour surmonter les obstacles qui s'érigent devant le développement de ce sous-secteur pivot dans toutes les futures politiques économiques et sociales. Le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal, a décoré ce matin à Nouakchott, au nom du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, un certain nombre de fonctionnaires au Premier ministère. Cette décoration vient en guise de considération pour les personnes en question, pour les efforts qu'elles ont déployés au service de la nation et pour l'esprit de responsabilité qui les a animées tout au long de l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. C'est ainsi que le Premier ministre a décoré de la médaille de reconnaissance, messieurs, Oumou Mamadou Atié, auditrice au marché public, Mohamed El Hassan Oulillab, directeur de publication du journal officiel, Abdelrahman Oul Mohamed Oul Abdallah Oul Moustaf, directeur du contrôle juridique. Il a aussi décoré de la médaille d'honneur 3e classe M. Yahya Oul Lili Oul Shein, planton du Premier ministère. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Premier ministre, M. Sidi Moulay Zein, du secrétaire général adjoint du gouvernement, M. Mohamed Ishaq Sid El Amin, du directeur adjoint de cabinet du Premier ministre, M. Fouad Oul El Mokhtar Nesh, de Mme Khadjatou Sghayr Saïd, chargée de mission au cabinet du Premier ministre, et de M. Hasni Oul Lefri, conseiller chargé de la communication au Premier ministère. L'Assemblée nationale a accueilli les travaux d'un forum de formation pour l'échange de vues et d'expériences dans le domaine du développement des industries extractives, organisé conjointement entre le groupe parlementaire pour la protection des ressources minières et gazières et Invest in Africa Mauritania Branch. Abdul Adama Banzandi plus. Les parlementaires s'engagent dans le cadre de la protection et rentabilisation des ressources minières et gazières. C'est dans ce cadre que s'est tenue cette rencontre du groupe parlementaire pour la protection des ressources minières et gazières sous le thème « Développer les industries extractives pour une économie mauritanienne prospère », ce afin de permettre aux acteurs locaux de tirer profit de l'exploitation de ces ressources par le renforcement du contenu local et l'augmentation des prestations des prestataires locaux. Baba Oulbenyouk, président du groupe parlementaire pour la protection des ressources minières et gazières, a fait part de la place importante qu'occupent les industries extractives pour l'essor économique du pays, en plus des opportunités d'emploi pour les jeunes du pays. Ce, dit-il, permettra sans nul doute de favoriser la réduction de la pauvreté. Le directeur général des hydrocarbures au ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, Moustapha Oulbachir, a d'emblée remercié le groupe parlementaire pour les activités menées afin de protéger les ressources minières et gazières. Il a par ailleurs affirmé que la Mauritanie dispose d'une vision stratégique de développement général de ce secteur et valoriser le contenu local dans le secteur des industries extractives. La nécessité de valoriser les retombées économiques issues de ces secteurs a été mise en avant. Vous avez une grande responsabilité aussi de contribuer à ces activités, de rassurer que l'administration et notre administration aussi et les entreprises privées fassent tout pour développer ce projet d'une façon juste, transparente, avec de bonne gouvernance, et que les revenus de l'avenir pourront vraiment
contribuer à faire face aux défis socio-économiques et donner des opportunités à tous et toutes les Mauritaniens et les Mauritaniennes. Dans tous les pays d'implantation d'Invest in Africa, à savoir le Ghana, le Kenya, le Sénégal et même la Grande-Bretagne, c'est la première fois que le Parlement nous accueille. C'est la première fois que le Parlement, en tant que pouvoir législatif, permet de promouvoir les industries extractives et donc de donner vie à ce que Invest in Africa en Mauritanie souhaite appliquer. Invest in Africa souhaite appliquer simplement une initiative sous le haut magistère des autorités publiques, de manière flexible et totalement en conformité et en alignement avec ce qui est et ce qui sera préconisé par les autorités nationales de la République islamique. Rappelons que cette formation a eu lieu grâce à l'appui de l'ONG Invest in Africa. Autre grand titre de ce journal, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a abrité ce matin la signature d'un accord tripartite entre le ministère, la Délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur et l'Association des maires de Mauritanie. L'accord vise à définir les procédures de partenariat et la mise en œuvre d'une série d'activités qu'entreprendra Ta'azur au profit des citoyens les plus démunis. Mohamed Khattat. Un accord tripartite a été signé entre le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, la Délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azur et l'Association des maires, en vue de mettre en place un cadre de partenariat pour l'exécution des interventions menées par Ta'azur au profit des populations les plus vulnérables. Il est vrai que les mairies jouent un rôle d'encadreur étant donné qu'elles sont les plus proches des citoyens avec lesquels elles sont en relation directe et comprennent mieux leurs besoins. Pour Mohamed Mahmoud El-Bouassriya, délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, ce protocole vise à mettre en place un cadre de concertation et de partenariat entre Ta'azur et les mairies en tant que service public le plus proche des citoyens et le premier concerné par le développement local cohérent et intégré, contribuant à l'essor des villes de l'intérieur pour une meilleure amélioration des conditions de vie des populations. L'association des mairies, représentée par son président, a salué la démarche entreprise par la délégation Ta'azur visant l'exécution de ces projets, ciblant les populations les plus nécessiteuses. Nous valorisons cette confiance placée dans les communes pour exécuter ce programme, sachant qu'elles sont les mieux placées pour ce faire, puisqu'il s'agit de gestion de proximité et qu'elles couvrent l'ensemble du territoire national. La Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus s'est réunie aujourd'hui pour discuter du 4e rapport présenté au comité sur la gestion de ce fonds. Au début de la réunion, le comité a suivi une présentation du ministre des Finances, président du comité, dans lequel il a passé en revue la gestion de 8 mois. Bokar Baylabar. Au grand mot, les grands remèdes. Telle est en substance la portée et le sens du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Ce fonds, qui a vu le jour en mars dernier, est destiné à financer des actions, notamment l'acquisition de matériel et médicaments, ainsi que l'appui aux familles démunies, entre autres. D'ailleurs, c'est tout le sens de la réunion du Comité national de suivi de la mise en œuvre de ce fonds, qui a permis de discuter du 4e rapport sur la gestion du dit fonds. À cette occasion, le comité a suivi une présentation du ministre des Finances, Mohamed Lemine El-Zahabi, président du comité, dans laquelle il a passé en revue les résultats de 8 mois de gestion du fonds, en mettant en évidence les raisons du décaissement, les domaines, les contrats, les factures et les noms ainsi que les bénéficiaires et la liste des institutions ayant remporté des contrats. Il a ajouté que pour améliorer la transparence, le comité mettra à disposition de ses membres des tablettes contenant des fichiers électroniques et les liens nécessaires pour suivre les décaissements qui auront lieu dans le cadre du fonds. Mohamed Lemine El-Zahabi a indiqué que la Cour des comptes vérifie actuellement les différents décaissements qui ont été effectués dans le cadre du fonds dans tous les secteurs bénéficiaires. Il a rappelé l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, à la lutte contre la pandémie et la réduction de ses effets sur les citoyens. La mise en œuvre de ce fonds s'inscrit dans le cadre des mesures prises par le gouvernement
pour faire face à la pandémie du coronavirus et ses conséquences sur le plan sanitaire, économique et social. Les travaux d'une journée de concertation organisée par le port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, ont été ouverts sur le cadre juridique et les procédures de gestion de la main-d'œuvre portuaire pour l'avènement d'un port plus compétitif. C'est le ministre de l'Équipement et des Transports qui a donné le coup d'envoi de cette activité. Garmita Gadzi. La journée de concertation organisée par le port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, a pour objectif de dégager un consensus entre tous les acteurs portuaires sur les voies les plus efficaces de rendement de l'approche participative basée sur l'expérience des uns et des autres. Cette journée de concertation a été ouverte sur le cadre juridique et les procédures de gestion de la main-d'œuvre pour l'avènement d'un port plus compétitif. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Ahmedou Lemhaïmid, dans un mot d'ouverture, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre de la réforme de son département et de l'approche stratégique adoptée par l'État visant à lutter contre toutes les formes d'injustice pour renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Le ministre Ahmedou Lemhaïmid a souligné que la croissance économique se fonde sur l'efficacité de l'activité portière et de l'administration du port autonome de Nouakchott, du port de l'amitié, ce qui exige des infrastructures modernes et des compétences aptes à relever le défi. Le ministre de l'Équipement et des Transports a par ailleurs affirmé que la direction du port autonome de Nouakchott, du port de l'amitié, réitère son engagement dans la concertation à respecter les lois et les règlements en vigueur pour mieux maîtriser la coordination des activités portières en vue de préserver les intérêts vitaux de l'institution et de la rendre au plus grande proximité des services à l'égard des usagers et des partenaires. Les participants à cette journée de concertation cherchent à établir des priorités et démanteler les obstacles afin de créer un environnement portuaire. Dans un mot pour l'occasion, le directeur général du port autonome de Nouakchott, du port de l'amitié, M. Sid Ahmedou Raïs, a affirmé que cette approche participative se fonde sur l'expérience de tous les acteurs du port et particulièrement les travailleurs journaliers afin de concrétiser les modalités institutionnelles, financières et économiques susceptibles de renforcer la crédibilité du port et de la rendre pérenne. Des concertations autour de la thématique du cadre juridique, des procédures de gestion de la main-d'œuvre et de l'exploitation exponentielle pour un meilleur développement portuaire ont animé ces débats. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, a supervisé le lancement des activités de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation. La visite a été marquée par une vidéo de présentation du programme de l'agence et des activités proposées pour valoriser la recherche scientifique et l'innovation, ses structures scientifiques et ses missions. Abdoulaye Damava nous en dit plus. Les locaux de l'Agence nationale pour la recherche et l'innovation ont ouvert leurs portes au ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, sur les lieux. Il a été accueilli par le responsable de cette structure qui lui a fait part du travail abattu par les différents compartiments de cette structure, ce au cours des différents déplacements au sein des directions et départements relevant de cette agence qui constitue un établissement public qui a pour rôle le développement de la science, de la technologie et de l'innovation et d'apporter son soutien aux projets de recherche dans le cadre des priorités nationales. Sidi Ould Salem a précisé que l'Agence nationale de la recherche scientifique de l'innovation ainsi que le Fonds national de soutien à la recherche scientifique sont l'incarnation de la volonté de l'État d'appuyer le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation. Il a ensuite souligné que l'agence a contribué à la hausse de la production scientifique aussi bien en qualité qu'en quantité. Quant au directeur général de cet établissement public, Alioune Mohamed Salem, il a fait part du travail effectué par cette structure, particulièrement se rapportant aux programmes qui sont mis en œuvre pour l'évolution de la recherche scientifique et des chercheurs mauritaniens. Il a dans ce cadre mis en avant les programmes d'autonomisation, d'excellence et d'évaluation qui assurent une continuité du processus de recherche au niveau des universités et instituts de recherche. Rappelons que l'Agence nationale pour la recherche scientifique et l'innovation a été instituée par décret en date du 3 juin 2020.
La Commission nationale pour la réforme du secteur de la communication a organisé une journée de concertation élargie avec les journalistes autour de la réforme de la communication. Il s'agit de concerter sur le rapport final avant sa soumission aux autorités concernées. Emine Khlil. Dans le cadre du parachèvement des concertations sur la réforme du secteur de la communication, la Commission nationale pour la réforme du secteur de la communication a organisé son activité de clôture des travaux visant à faire une synthèse des avis proposés par les acteurs du domaine qui permettrait de trouver les meilleurs moyens pour une réforme qui répond aux aspirations de tous les concernés. Le président de la commission chargé de la mise en place d'un rapport exhaustif sur la situation actuelle du secteur et les solutions proposées pour l'améliorer a affirmé que ce rapport sera le résultat des différentes recommandations des acteurs du secteur. Il a réitéré dans son mot d'ouverture la participation constructive de tous les intervenants, que ce soit à travers le traitement direct avec la commission ou encore à travers les correspondances. Cette commission a commencé son travail au début du mois d'août dernier, après sa proclamation directe de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, où il a appelé dans sa déclaration de création à l'adoption de la voie de la recherche et de la concertation comme moyen unique pour trouver des solutions inclusives qui incarnent le droit à la liberté d'expression et son emploi pour la bonne cause. 5 mois après le lancement du processus de la réforme, nous voilà, grâce à vos efforts et à ceux des autorités concernées, particulièrement ceux de la présidence de la République, nous voilà en train de boucler le rapport en question avant de le mettre à disposition dans les jours à venir. Les participants issus des différents cercles des médias ont insisté sur l'importance de l'institutionnalisation de ces institutions conformément aux critères internationaux qui garantissent aux personnes opérant dans le domaine tous leurs droits et l'importance de la régularisation de l'octroi de la carte de presse afin d'éviter l'usage abusif de celle-ci ainsi que l'anarchie dans la diffusion de l'information. Cette journée de clôture des travaux de la Commission nationale de la réforme de la presse remplit tous les acteurs du secteur d'espoir si jamais ces résultats sont traduits par des faits et législations réelles. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie Covid-19. Pour la situation épidémiologique, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 99 nouveaux cas Covid-19, dont 3 cas contacts et 96 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 214 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement un nouveau décès. Pour le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie a atteint 15 893, dont 8 952 cas parmi les contacts et 6 756 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 14 222 et aussi le cumul de décès malheureusement est de 396. Nous avons aujourd'hui 1275 cas actifs, dont 1162 cas asymptomatiques, 68 avec des symptômes légers et 45 avec situation clinique grave. Pour la répartition des nouveaux cas par Mogata, un nouveau cas a été enregistré à Amouch, 1 à Djigani, 1 à Nema, 4 à Timbetka, 3 à Lioun, 1 à Tintan, 1 à Gerou, 1 à Kankossa, 4 nouveaux cas ont été enregistrés à Kifa, 1 à Babébé, 1 à Mbagne, un nouveau cas à Maktal Hajar, 5 à Boutilimit, 1 à Arkiz, un nouveau cas aussi à Atar, 3 à Nouadhibou, 1 à Tichit, 1 à Tijikje, 3 à Zouarat, un nouveau cas aussi à Benchab, 3 à Oksar, 2 à Sabkha, 26 dans la Muqata'a de Tafraq Zayna, 5 à Dar Naïm, 11 à Tayaret, 3 nouveaux cas ont été enregistrés aussi à Toujounine, 5 à Aravat, 1 à Almina et 7 à Riyad. Durant les dernières 24 heures, 1727 tests ont été réalisés, dont 217 tests de suivi et 1510 tests de diagnostic, répartis en 1060 TDR et 450 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 134 nouveaux tests ont été réalisés à Houd Sharqi, 23 à Houd Gharbi, 77 à Nasaba, 36 au Gorgol, 103 nouveaux tests au Brakna,
55 au Trarza, 20 à Nadrar, 37 à Dakhlet Nouadhibou, 15 au Tagan, 63 nouveaux tests ont été réalisés au Guidimaka, 20 au Tirzemour, 96 à Nishiri, 796 tests ont été réalisés en Nouakchott Ouest, 125 à Nouakchott Nord et 127 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 170 574, dont 25 169 tests de suivi et 145 405 tests de diagnostic, répartis en 113 711 TDR et 31 694 PCR. Au Guidimara, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Mohamed Oul Mohamed El Eid Oul Khayyar, a donné hier dans la Mourata'a de Oulienge le coup d'envoi de la distribution d'importantes quantités de nourriture, de tentes, d'équipements, de produits de nettoyage et de désinfection au profit des familles parmi les franges les plus vulnérables de la population. Il s'agit de vivres, notamment riz, sucre, huile, biscuits, boîtes de sardines et pâtes alimentaires, ainsi que de différents articles ménagers au profit de 200 familles de la Mourata'a de Oulienge. À l'est du pays, le wali du Hod Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulawa, a tenu ce matin une réunion avec les membres du comité régional de la santé. La réunion était consacrée à l'étude de la situation épidémiologique du Covid-19 au niveau de la wilaya. Le wali a déclaré qu'une situation exceptionnelle due à la pandémie avait mené les autorités à suspendre la prière du vendredi et que sa reprise, qui a été décidée, appelle à plus de vigilance afin d'éviter la propagation du coronavirus. Il a souligné que l'accent devrait être mis sur la poursuite des campagnes de sensibilisation et de mobilisation qui ont largement contribué à inculquer aux citoyens le respect des gestes barrières. De son côté, le directeur régional de la santé publique, M. Mohamed Ould Ahmed, a fait une présentation sur la carte épidémiologique au niveau de l'État. Et à Nouadhibou, une mission de l'inspection générale de la santé a lancé une campagne d'inspection à grande échelle visant les entrepôts pharmaceutiques et les pharmacies opérant dans la capitale économique. Les pharmaciens et les propriétaires d'entrepôts se sont félicités de ce processus malgré la fermeture temporaire de nombreuses pharmacies ne remplissant pas les conditions requises. Mohamed Khattat. À Nouadhibou, notre capitale économique, plus de 60 pharmacies et dépôts pharmaceutiques ont pignon sur rue, au grand bonheur des citoyens qui y viennent acheter des médicaments, voire exposer leurs symptômes ou demander le bon usage des médicaments. Des services de dispensation de médicaments mis en place dans les pharmacies qui restent soumis à un contrôle de routine du département concerné. C'est dans ce cadre qu'une mission de l'inspection générale de la santé s'est rendue à Nouadhibou, passer en revue le secteur pharmaceutique où elle a constaté plusieurs défaillances l'obligeant à fermer certaines pharmacies. Cette mission d'inspection est importante, dit ce pharmacien, parce qu'elle veille sur le secteur. Nous n'avons pas été fermés parce que nous respectons les exigences du ministère de la Santé et appliquons les conditions requises. Pour cet autre pharmacien dont le dépôt a été fermé, dit-il, pour une augmentation sur les prix de 185 ouguiyas sur un produit, je suis heureux que l'inspection ait fait son travail comme il se doit et j'espère que mes collègues le comprendront autant que moi, car c'est dans leur intérêt que le secteur soit organisé, tout comme c'est dans l'intérêt du citoyen qui aura confiance dans son pharmacien. De son côté, l'inspection régionale de la santé a rappelé que cette mission de routine a fait que son travail, c'est du moins ce que déclare Khatri Ould, directeur régional à l'action sanitaire à Nouadhibou. Ça, c'est une mission de l'inspection générale de la santé du ministère de la Santé qui est venue de façon routinière à Nouadhibou pour faire son travail qu'elle fait au niveau national. Et ça, c'est la troisième fois qu'elle fait ici. Et il va venir souvent
c'est un travail routinier, donc il faut que les gens s'attendent à ce que l'inspection vienne souvent et pour l'adresse, pour le travail du secteur pharmaceutique. Il faut reconnaître que le secteur pharmaceutique, au début, ils sont bien répondu aux exigences du ministère et le privé, dans l'ensemble, a appliqué les conditions requises en la matière selon la loi. Donc la première fois, ils ont appliqué, mis en place les conditions. La deuxième fois, c'est un travail de routine. Maintenant aussi, c'est un travail de routine. Effectivement, maintenant, ils ont trouvé quelques défaillances. Les gens qui ne répondent pas aux conditions requises par la loi du ministère, il y a des conditions simples, comme augmentation des prix, comme l'absence de prix sur un médicament, ça c'est 3 jours et les gens vont offrir. Mais il y a des fautes graves, l'absence de responsable technique, ça c'est une faute grave. L'absence de traçabilité des médicaments, ça c'est une faute grave. Il y a aussi des critères, selon la loi, appliqués partout, pas seulement pour Nouadhibou. Ils ont fait leur travail, c'est un travail routinier. Donc. Comme quoi, la réforme du secteur de la santé est en bonne voie à Nouadhibou. Les travaux d'une session d'études tenue par visioconférence entre l'Union pour la République UPR et le Parti communiste chinois ont été clôturés aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre de 2 jours était organisée par la section des relations extérieures du Parti communiste chinois au profit de dirigeants et de cadres de l'UPR et s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les 2 partis. L'occasion pour Mohamed Yahya Al-Horma, vice-président de l'UPR, d'adresser ses félicitations au Parti communiste chinois à l'occasion de son 100e anniversaire, soulignant qu'il loue par la même occasion le plan quinquennal de développement adopté par l'Assemblée générale du parti ayant abouti à la renaissance de la campagne et à saluer la stratégie sanitaire chinoise. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Dans le cadre de sa tournée européenne, le président de la République s'entretient à Bruxelles avec le président du Conseil européen et le secrétaire général de l'OTAN. Le Premier ministre préside la première réunion du Conseil national de la numérisation créé en février 2020. Signature d'un accord entre le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, TAAZOR, et la Société des maires mauritaniens, visant la mise en œuvre d'une série d'activités au profit des citoyens les plus démunis. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.